Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'ECM Podcast. Pour rappel, ECM, ce sont les initiales de Earthscare Movement, l'association que j'ai cofondée avec Jérémy, ici présent, et qui a pour vocation de créer du lien entre santé et environnement. Aujourd'hui, à la une de cet épisode, on parle mental, plus précisément de préparation mentale. Que ce soit pour atteindre des objectifs sportifs ou entrepreneuriaux, vous allez voir, tout est une question d'état d'esprit. Et qui de mieux que notre invité pour se présenter lui-même? Adrien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Adrien Colombier. Par quoi je commence? Entrepreneur depuis tout jeune, sportif, ancien sportif de haut niveau. Je gravite entre l'alpinisme, le parapente, l'escalade, le trail, et puis l'accompagnement de dirigeants et d'entrepreneurs au quotidien, à la fois dans des aventures entrepreneuriales, mais aussi en montagne, parce que je suis guide de moyenne montagne. Voilà une grosse partie de mon activité. OK, donc je pense que toutes ces questions et ton parcours, au fil des années, je pense t'a donné un très bon bagage pour parler de préparation mentale. Selon toi, ça serait quoi, comment on pourrait définir la préparation mentale et le mental? C'est quoi avoir du mental aujourd'hui? Tu peux considérer le mental comme un muscle finalement. Et donc tu le travailles, particulièrement pour un effort qui arrive, donc tu vas le préparer. Le travailler, comme en sport, tu vas répéter un effort similaire. Donc on parle souvent de visualisation, c'est une des techniques parmi tant d'autres, mais c'est le même esprit que préparer tes jambes à un trail. Tu vas faire des petits efforts similaires, tu vas les préparer pour que le jour J, il soit prêt à encaisser quelque chose qui va être plus consistant, plus intense. OK. Et en parallèle de la préparation physique, heu, j'ai l'impression que ça s'est un peu démocratisé quand même la préparation mentale dans ces dernières années. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être suivi par des professionnels? Est-ce que ça peut se faire en autonomie à la maison? Mmh. Quelles sont, les recettes finalement aujourd'hui, pour se préparer au mieux mentalement? Ouais, complètement. Bah, on parle de plus en plus de santé mentale. Et donc ça a ouvert le champ à la préparation mentale. Et puis ça vient souvent avec la performance. J'ai passé beaucoup d'années aux États-Unis. Je pense qu'on est en avance là-dessus. Les dirigeants sont accompagnés, les sportifs évidemment. Ils ont compris que ils avaient un champ d'expertise et qu'il y avait plein d'autres experts autour d'eux pour l'alimentation, pour le repos, pour la récupération, mais aussi pour la préparation mentale. Et aujourd'hui, en France, de plus en plus, bah, les dirigeants sont ouverts à ça. Et puis les sportifs également. On en a beaucoup entendu parler pendant les JO. Teddy Riner, Marchand aussi en natation, qui était à deux doigts d'arrêter et finalement qui a surperformé grâce à sa préparation mentale. Donc effectivement, c'est de plus en plus démocratique, on va dire. Et puis comme le sport, on peut faire tout seul à la maison. Et selon notre objectif, si on veut aller assez vite et loin, bah, ça sera toujours plus simple et plus efficace d'être accompagné, ouais. Et plus spécifiquement, tu pourrais nous expliquer en quoi elle consiste cette préparation? Mmh. Je sais pas si tu connais Léon Marchand ou Teddy Riner, mais Mmh. toi, par exemple, dans ton quotidien ou quand tu Mmh. accompagnes, des sportifs, amateurs, sur les sentiers de randonnée, par Mmh. exemple, est-ce que tu leur donnes des conseils sur le terrain ou ça se fait en amont avec la Mmh. visualisation? Et comment tu procèdes, toi, par exemple? Ouais. Alors il y a 2 événements récents. Un accompagnement, Annabelle Savenay qui est avocate, je l'ai accompagnée pendant, plusieurs semaines avant un combat de boxe qu'elle préparait pour le White Collar, à Londres devant 2000 personnes. Et donc là, on a fait c'est très court, quelques semaines, c'était un peu plus d'un mois, c'est assez court, mais on a fait une séance par semaine et on a vraiment préparé ce combat qu'elle a gagné, entre autres avec la préparation mentale, plus sa préparation physique évidemment. Mais ces mots, elle m'a appelé après le combat et elle m'a dit, quand elle a récupéré, son maillot, ses couleurs, on avait tellement préparé ce moment-là. C'était déjà tout tellement parfait et exactement comme elle avait préparé. Elle m'a dit: «Je savais que j'avais déjà gagné». Il y avait un moment, vous vous rappelez sûrement un match de rugby, France contre, la Nouvelle-Zélande et la France était montée face au haka, Ouais, face, je me souviens. à l'équipe et là, le match quelque part, c'était parti tellement bien. On avait Ouais, ce l'état sentiment que d'esprit c'était était exactement, c'était déjà gagné. C'est ça la force de la préparation mentale. C'est que tu vas créer les conditions pour maximiser tes chances de réussite. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas perdre. Il y a une partie qui est hors de ta zone de contrôle. Si la personne en face est plus forte et plus prête, tu vas perdre. Par contre, tu maximises ton potentiel, l'utilisation de ton potentiel.
Donc tu vas arriver avec un état intérieur au max, au maximum. Et donc déjà, tu es en réussite. Même si tu perds, si tu as utilisé tout ton potentiel, la victoire ou la défaite, elle n'a pas du tout le même goût. Ouais, clairement. Et encore plus, je dirais même sur les sports individuels, bah, là, ça fait écho à notre pratique de trailer où nous, on se bat contre personne à part contre Mm. ses propres objectifs qu'on s'est fixés. Euh, Nous, donc, dans un combat de boxe, je sais pas vraiment comment tu fais pour arriver à préparer. Tu te concentres réellement sur sa performance pendant le combat, Mm. ou tout se fait en amont et en fait pendant le combat, c'est juste les stratégies qu'elle a vues avec son entraîneur purement de boxe, je Mm. dirais. Comment tu as fait pour. Ouais. Moi, j'étais pas là le jour J, donc Ouais, c'était une préparation en amont. Mais elle a pensé, pendant le combat, elle y a pensé. Et des mécanismes sont enclenchés tout seuls qu'on avait préparés. Comme pendant la compète, en trail ou autre. En fait, t'es tellement dans l'effort que c'est toute ta préparation, justement, qui prend les devants. T'es plus dans un effort finalement conscient, que ce soit mental ou physique. Une des techniques concrètes, c'est de la modélisation de l'excellence. Ça vient de la PNL. On va en amont aller voir ce que c'est l'excellence pour cette personne. Chacun a un rapport différent de l'excellence. Et on va construire des modèles. Ça peut être des modèles qui existent, dans les boxeurs ou autres, ou des modèles imaginaires. Et on va décomposer vraiment dans les détails. Qu'est-ce qu'ils font qui marche pour eux et qui t'inspire toi? Et on va utiliser ces modèles-là pour construire une excellence, un comportement d'excellence. Et si tu as un comportement d'excellence la veille, dans les vestiaires, quand tu mets les gants, quand tu montes sur le ring, tu es dans une continuité d'excellence. Et donc, tout devient plus facile, tout s'enchaîne beaucoup plus facilement et ton état intérieur est bien meilleur. Ton stress va être moins conséquent et tu vas être déjà dans un chemin tracé d'excellence que tu as préparé en amont. Et puis, tu as conscientisé ce que c'est l'excellence pour toi. Si c'est pas conscient, alors comment tu fais? Si la cible de tir à l'arc, elle est floue, elle représente l'excellence, comment tu fais pour taper dans le centre? Donc on va aller dans le détail, dans cette vision extrêmement claire. L'excellence, c'est ça pour moi, la réussite, c'est ça pour moi. Et derrière, je sais exactement les étapes, les comportements qui vont me mener à cette victoire, à cette réussite. c'est marrant parce que tout ce que tu me dis, je le savais pas du tout. Et en vrai, même, ça me fait écho à. Quand tu parles du coup de préparation mentale et d'excellence, tu vas vraiment te concentrer sur les points positifs de la personne et ses capacités et ses aptitudes que tu vas pouvoir mettre à un certain niveau, qui deviennent, en fait, ça deviendra sa réalité finalement pendant le défi Mm. sportif en tant que tel. Tu t'appuies ou tu te questionnes pas du tout sur, au contraire, ses points faibles ou Mhm. ses, Ouais, ces penchants qui pourraient la faire douter, en fait, le doute, la part de doute, comment tu fais et comment ouais, tu l'évalues? ouais, bien sûr. Je parle souvent de la montgolfière. La montgolfière a deux composants. Il te faut un ballon bien rempli. Ça, c'est ta vision, c'est ta motivation, c'est la préparation mentale, c'est l'entraînement, c'est plein de choses. Et puis après, il y a les sacs de sable aussi qui te tiennent au sol. Et donc, on travaille bien sûr là-dessus, évidemment. Ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des comportements aussi qui te limitent. Je pense à un dirigeant sportif que j'ai accompagné. Il avait cet automatisme de chercher toujours le chemin le plus difficile, le plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il valorisait énormément la difficulté, l'effort, le courage. Mmh. C'est bien d'être courageux. C'est un chevalier, tu vois. OK. Et donc, beaucoup de dirigeants, beaucoup d'entrepreneurs ont ce schéma-là, moi y compris. J'aime bien, si je vais en rando, s'il y a un petit côté escarpé, tu vois, rajouter un peu de piquant à la rando, et j'y vais, quoi. Mais ça, quand tu le fais en rando, et j'adore le voir à l'extérieur avec des dirigeants, mais c'est la même chose dans ta boîte. C'est la même chose sur une compétition. Tu vas aller chercher la petite difficulté, le petit panache. Sauf que si ton objectif c'est la victoire, ce comportement-là n'est pas forcément le plus utile. Ça peut, mais pas forcément. Donc remonter un niveau de conscience là-dessus et savoir que c'est pas le choix obligatoire, ça te permet de maximiser tes chances de victoire. Il y a des moments sur une compétition, peut-être ne pas accélérer, peut-être que rester derrière, peut-être que suivre quelqu'un, ça va être le comportement le plus utile pour gagner. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir un niveau de conscience assez élevé sur tes propres schémas pour se dire ah là j'ai envie de passer devant, là j'ai envie de montrer que je suis plus fort que lui. Sauf que ça va pas être utile pour moi. Donc c'est une part de la raison, en fait, d'une certaine manière. C'est de savoir à quel moment je vais pouvoir maximiser et utiliser ces aptitudes.
pour performer. Toi, j'ai l'impression que tu l'utilises, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans le milieu sportif, la notion et ce que te demandent tes clients, c'est là quand même la performance, Mmh. c'est la victoire d'une Mmh. certaine manière. Mmh. Pour des personnes plus lambda ou pour des personnes qui, pratiquent ou qui commencent un sport et qui se disent: «Ah 3 kilomètres à courir, c'est un effort monumental, je m'en sens incapable». Mmh. Quels sont peut-être juste les premiers leviers pour avoir des déblocages psychologiques, en fait? C'est cette Mmh. notion-là que j'aimerais aborder avec toi. Ouais. Alors ça marche, aussi dans le quotidien. Je te dis, il y a 2 histoires cette année qui me sont arrivées. Ah mince. Ma femme a accouché et on avait fait toute une préparation mentale pendant 6 mois sur l'accouchement, pour gérer les douleurs, pour gérer l'événement et puis pour profiter encore plus de ce moment-là. Et ça s'est tellement bien passé qu'elle a accouché à la maison. C'était pas du tout voulu, mais elle se sentait tellement bien que quand elle se sentait plus bien, bah, c'était trop tard de toute façon. Et donc, elle a accouché dans notre lit, on a accouché tous les 2. Le SAMU est arrivé, le bébé était sur son ventre. Et donc ça aussi la puissance de la préparation mentale, c'est que tu vas pouvoir aller, rendre des moments qui peuvent être très difficiles, très douloureux, en fait, les avoir tellement préparés que tu prends même du plaisir et tu t'es relâché dans cet effort-là. Et on sait tous, je sais pas, peut-être pas, que le relâchement dans l'effort, c'est l'objectif un peu ultime dans les arts martiaux, mais dans tous les sports. Et personnellement, ma croyance, c'est que dans l'entrepreneuriat aussi. Je suis dans l'effort, mais je suis relâché. Je suis pas crispé, je suis pas attaché à mon effort. Ça vaut dans les deux. Et pour répondre à ta question sur 3 km à pied, 5 km à pied, la première chose, c'est de se détacher du résultat. C'est quoi la première petite étape la plus facile que je peux faire? Peut-être que c'est sortir, marcher. Peut-être que c'est 1 minute en courant, 1 minute en marchant, 30 secondes en courant. Juste commencer. C'est quoi la petite victoire? Puis Faut trouver ça, quoi. la plus petite chose. C'est un biais qu'on a de se mettre toujours tout de suite un objectif. Tu sais, bah, ok, pourquoi 3 km? Pourquoi 5 km? Pourquoi 10 km? Pourquoi pas, en marchant au boulot, traverser le passage piéton en courant? Tous les passages piétons que je rencontre. C'est souvent aussi de pas rajouter en fait une charge, une difficulté. Bon, il faut que je m'entraîne, que j'achète du matériel, etc. Non, qu'est-ce que je fais déjà que je peux un tout petit peu modifier? Quel est le trajet que je peux un tout petit peu changer? Comme ça, je garde mon rythme, je garde mes habitudes et je les transforme un tout petit peu. Et pour vraiment faciliter ces transformations, parce que souvent, finalement, c'est pas tellement la difficulté physique qui bloque, c'est la difficulté mentale. Pourquoi je le fais pas? C'est quoi mon avantage à ne pas le faire? On n'a aucun comportement qui est à notre désavantage. Ça peut sembler à notre désavantage, comme fumer, manger du fast-food, etc. Mais il y a un bénéfice. Si on le fait, c'est qu'il y a un bénéfice au moment T dans notre esprit, dans notre inconscient, dans notre mental. Et donc, aller chercher ça, c'est quoi le bénéfice pour moi de ne pas le faire et comprendre ce que ça valide. Et le dernier point, j'ai perdu mon dernier point, mais ça me reviendra. OK, pas de problème. J'aimerais revenir sur un point qui, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails de l'accouchement de ta femme, mais c'est juste, je sais pas si c'est, d'un point de vue préparation mentale, de la visualisation ou pas, Mm. par rapport à la tolérance à la douleur aussi. Souvent, on associe défis sportifs ou épreuves dans la vie d'une manière générale comme quelque chose de douloureux. Mhm. C'est quelque chose qu'on développe énormément en ce moment, notamment par rapport aux étapes du deuil, et on le fait à travers le documentaire qui va paraître en fin d'année d'ailleurs. Mhm. Et en fait, on se pose la question, et la fin, in fine, c'est l'acceptation qui prime, et c'est tout ce chemin qui a eu lieu, qui est parfois difficile, la dépression, etc. J'ai passé au-delà en acceptant, et ça me fait écho à ce relâchement dont tu as parlé. Est-ce que c'est un travail est-ce que tu peux nous parler de la visualisation comme, du coup, peut-être un autre aspect de la préparation mentale, Mhm. et comment on s'y prend et comment ça fonctionne euh, dans, pour tout le monde, en fait, dans notre corps? Ouais, complètement. Euh, Vivre, se rappeler une douleur ou imaginer une douleur, pour notre système nerveux, c'est quasiment la même chose que la vivre dans le réel. D'accord? On utilise ça en entraînement. Imaginer un geste encore et encore, c'est presque comme le pas de pratiquer. Sauf que tu n'as pas la fatigue physique. Donc c'est génial, ça te permet de t'entraîner. Je faisais de l'aviron il y a quelques années, beaucoup d'années maintenant, et je passais des heures et des heures à juste imaginer ce geste parfait.
Je connaissais rien à la préparation mentale à l'époque, etc. Mais les basketteurs, ils parlent de ça aussi. Ils passent du temps avec ce mouvement parfait, finalement, pour que le système nerveux, en fait, développe cette habitude d'être avec ce mouvement, pour qu'il devienne un réflexe, quoi, une seconde nature. Euh, J'ai oublié le début de ta question. Alors ma question c'était le parallèle entre est-ce que l'accouchement de ta femme, du coup, la Hmm. visualisation a été hyper important pour qu'elle se Ouais, relâche finalement à tel point qu'elle accouche à la maison. ouais. Et la deuxième question, c'était la visualisation. Est-ce que du coup, c'est un principe que tu utilises au quotidien, Ouais. que ce soit pour la performance ou pour les 3 kilomètres dont je te parlais? Ouais, complètement. Ouais, donc pour l'accouchement, on a pensé au chemin vers l'hôpital. Et bon, ça, c'est pas arrivé, mais déjà les heures avant, ok, cette douleur, elle va arriver. C'est notre deuxième enfant, donc son deuxième accouchement, elle s'est rappelée de la douleur, d'où ça vient, et pourquoi cette douleur, quel sens elle a cette douleur, à quel objectif elle est connectée. Ah ben cool, je vais accoucher, cool, j'ai de la douleur. J'ai jamais été aussi près du moment où j'allais accoucher. Ça fait partie du chemin. C'est pas un obstacle, c'est le chemin. Ok, qu'est-ce que je peux en faire? Quels sont les outils que j'ai à ma disposition? Et déjà de se préparer, de le vivre, de visualiser. Si c'est trop intense, on peut le visualiser à distance. C'est une technique qui marche extrêmement bien, de se voir, de s'imaginer dans ce moment-là. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Ok, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Et donc on prépare mentalement, on prépare tous ces chemins, ces pensées, ces actions. Et donc elles sont presque, elles sont répétées comme une pièce de théâtre. L'idée, c'est ça, c'est une répétition. Et donc le moment où tu vas le vivre, hop, ça va revenir, ces moments de préparation. Ah oui, je me rappelle, on avait parlé de cette respiration, puis on avait pratiqué cette respiration, c'est un outil qu'on utilise beaucoup aussi. Ah, puis là, j'avais connecté à une certaine sensation dans mon corps. Et puis là, j'avais connecté une position, on peut créer des ancrages comme ça, telle position, et je l'avais connecté à un moment très agréable dans mon passé. Et donc, au lieu de se mettre, je sais pas, euh, les jambes en l'air ou sur le côté et de se dire, ah là là, j'ai peur, c'est l'accouchement. Ah non, ça, je l'avais déjà associé à un autre moment dans ma vie ou à un autre accouchement qui s'est super bien passé. Et donc, on a accès, on a des portes qui s'ouvrent, on a des fils qu'on peut tirer pendant ce moment-là. Et ça nous donne des options, ça nous donne des solutions, et ça permet de rendre le moment beaucoup plus facile. Heu, Presque, j'ai envie de dire, avec, tout ce que tu dis, les petites clés, les petites choses qu'on met en place, Mm. ça me fait presque penser à de l'hypnose, en fait, tout Mhm. simplement. Donc, c'est presque de l'hypnose consciente Mm. et est-ce que, j'allais dire, l'hypnose peut être une utilisation de la préparation mentale? Ou est-ce que en faisant cette façon de visualisation, on est presque, en fait, dans de l'hypnose, mais plutôt consciente? C'est de l'hypnose. Ouais, OK. La PNL va vraiment avec l'hypnose ericksonienne, et donc c'est des techniques d'hypnose qu'on peut utiliser sur soi-même, de l'auto-hypnose, qu'on peut faire en visio. Quand j'ai des clients en visio, je les prépare avec de l'hypnose. Sauf que je dis jamais hypnose et ils savent pas forcément que c'est de l'hypnose. Alors c'est pas de l'hypnose où, enfin, ils sont complètement conscients. Par contre, ça va être un état de relaxation avancé. Ça va être ce qu'on appelle un état de conscience un peu différent, une transe. Alors une transe, ça fait peur, tu sais, on s'imagine tout de suite avec les tambours, tout ça, mais quand tu montes dans un ascenseur et que tout le monde se met dans la bonne position et attend, il y a un ancrage sonore, les portes et un ancrage sonore à la fin, en fait, on est en transe. Le temps passe d'une manière un peu différente, on est dans un état de conscience différent, comme dans une salle d'attente, tous comme ça. On est un peu finalement dans une transe collective ou dans un cinéma. C'est quand même hallucinant. On est tous assis face à un écran en train de regarder des images et vivre des émotions. C'est une transe aussi. Donc c'est un mot qui peut faire peur, mais c'est rien de spécial. Ou celle qu'on connaît tous, c'est en voiture. Tu conduis 1 heure et tu te dis, mais attends, Ça fait une qu'est-ce heure qui que s'est passé là? Je vois même pas par où je suis passé, etc. Ça, c'est une transe. Mmh mh. Et donc c'est de l'hypnose. Donc oui, on utilise ça énormément pour aller utiliser tout le système nerveux, tous les sens, et pour créer des raccourcis comme des raccourcis clavier pour aller déclencher une sensation, un état intérieur. On peut vraiment faire ça, c'est-à-dire que un certain mouvement, une certaine position, si tu le prépares, va télécharger en toi un certain état intérieur. Les sportifs connaissent ça très bien, même s'ils le font inconsciemment, ils ont des tocs. Ouais. Tu connais la super pub avec Zidane, toujours le pied droit, toujours. C'est pour Volvic, je pense.
Mais ces TOC-là, c'est des ancrages. C'est-à-dire qu'en faisant ces mouvements que j'ai connectés sur moi à des victoires passées, je télécharge cet état intérieur dans lequel je suis le plus performant. Moi, je donne des conférences, j'ai certains mouvements que je ne vais pas montrer là, mais qui font que ça me rappelle à des grands moments d'euphorie et d'énergie en montagne, des sommets, etc. Et je sais que quand je fais ce mouvement-là, parce que je l'ai préparé, ancré en moi et répété, je l'ai musclé, tout de Tu suite, te sens bien, détendu et je, prêt. je retourne là. Mais ça, on le fait tous les jours. Là, il y a une photo de mon fils. Les photos, c'est des ancrages. Ouais. Tu prends une photo qui te touche, tu la regardes et tu souris. C'est la même chose. Et on peut utiliser plein de techniques comme ça. Les odeurs. Il y a des odeurs. Tu sens une pomme, un gâteau aux pommes que ta grand-mère faisait. C'est pas le gâteau aux pommes que tu sens. C'est tout le système nerveux qui est de retour avec ta grand-mère, la chaleur de la pièce, l'odeur, toutes Oui, tes un moment, quoi. sensations. Un moment qui connecte à tout le système nerveux. C'est pour ça que ça marche avec les odeurs, Et les ça, et bruits, ça sécrète de etc. l'endorphine d'une certaine manière. Exactement. Le système nerveux va connecter à tout ça. Et ça se travaille. C'est pas juste le hasard. On peut le développer. Ok. Et tout le monde peut le développer, du coup, Bien sûr, j'imagine, d'une certaine manière. tout le monde. Si t'as un système nerveux, c'est bon. Non, non, mais je me dis que certaines personnes, souvent, les blocages sont Mm. avant Enfin, là, ça me fait écho à la mémoire, aux souvenirs, aux émotions Ouais, positives que j'imagine et j'ose espérer que tout le monde a vécu à un moment entre sa naissance bien sûr. et le moment T. Euh, ch- Comment dire aujourd'hui que par rapport à tous ces blocages, est-ce que tu as le sentiment que par rapport à un défi sportif, si on revient sur ce sujet, on a toujours besoin de s'encadrer d'une personne comme toi pour avoir ces déblocages, ou déjà à la maison, en respirant ou en ayant on peut déjà trouver des ressources très facilement, très accessibles, qu'on peut mettre en place immédiatement, quoi. Oh, il y a plein de choses sur YouTube, il y a des livres. Si tu as envie de trouver de l'information, il y en a de l'information. Être accompagné d'un professionnel, ça te permet d'aller plus vite, plus loin. Donc c'est une notion de performance. Après, le contenu, il existe. Je pense que les sportifs sont déjà des experts de la PNL, du recadrage, du coaching. Il faut quand même être fort mentalement pour se dire que tiens, je vais aller courir 5 km, 10 km sur la route. Ça va être dur, mais c'est bon pour moi. Il faut avoir une capacité, en PNL on appelle ça le recadrage, c'est-à-dire donner un nouveau sens à une expérience physique. Pour certaines personnes, c'est l'enfer de courir. C'est vraiment inimaginable. Pour d'autres, c'est génial. Ça, c'est que du mental. Qu'est-ce qui différencie entre ces deux personnes, l'expérience qu'ils vont avoir? Juste leur vision, le sens qu'ils donnent à cet effort, à ce moment-là, à cette expérience. Et je pense qu'il y a aussi une histoire d'entraînement. On se souvient tous de la première fois qu'on a repris à courir où c'était horrible, les 3 premiers kilomètres, on a le sentiment que c'était l'enfer Mhm. justement, et que finalement on est rentré dans un processus où l'endorphine a limite pris le relais, Mm. et l'effort physique d'une manière générale a ses bénéfices sur notre psyché, quoi. Oui, mais en même temps, tu t'es mis en mouvement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as associé à cet effort un bénéfice, tu l'as valorisé assez pour aller contre un inconfort actuel et pour te mettre en mouvement. Donc, tu as réussi à te convaincre, à t'auto-convaincre que c'était bon pour toi. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais pas. Peut-être que tu vas faire ce footing, tu vas te faire renverser par une voiture. Peut-être que tu vas te faire une crampe. Peut-être que tu sais pas. Mais tu as créé une histoire, et c'est ce qu'on fait tous en tant qu'entrepreneur, dirigeant, sportif, etc. On crée une histoire. On se dit, ouais, cette histoire, ok, j'achète. Elle me semble intéressante. Et j'y vais. Et donc, tu as créé une histoire que c'est bon pour toi, etc., etc. Et puis, tu vas t'as connecté émotionnellement à cette histoire et ensuite, tu as rajouté des faits. Non, mais regarde, ils le disent à la télé, à la radio, etc. Mais aujourd'hui, on sait que d'abord, on valide émotionnellement quelque chose. Et ensuite, on colle des faits qui vont rassurer notre mental. Donc, tu as créé cette histoire et tu valides. Et il y a d'autres personnes qui ne vont pas réussir à créer cette histoire ou à la valoriser. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas de l'entourage qui le valorise Mm. également, l'expérience, ou peut-être qu'il y a d'autres éléments tellement négatifs associés à cette histoire que le bénéfice, il est plutôt de ne pas rentrer dans cette histoire, de ne pas sortir courir. Le bénéfice, il est plutôt de rester là. Tu es plus protégé, tu Ok. prends pas de risques, tu vas pas te faire mal, tu vas pas subir le regard des autres, tu vois? Et donc le bénéfice, c'est de rester. Non, c'est trop risqué de me mettre en mouvement.
C'est pour ça, on parlait des sacs de sable tout à l'heure, de la montgolfière. C'est quand on n'arrive pas à se mettre en mouvement, quand on n'arrive pas à aller vers un certain objectif, il y a sûrement un bénéfice caché de ne pas le faire, de ne pas se mettre là parce qu'il y a un risque, il y a un risque en face. Et donc tu restes là parce que le risque est trop grand. C'est vraiment cette balance risque-bénéfice. Ça veut donc dire qu'avant d'aller des fois chercher à avoir plus de confiance en soi, avoir plus de mental, Mm. ça veut dire qu'il faut déjà se connaître soi-même, en Mhm. fait, et donc d'aller faire une sorte d'introspection à soi-même avant. Ouais, complètement. Moi, le concept de confiance en soi, pareil, j'achète pas trop. Je trouve que c'est une belle histoire. Quand tu vas faire tes courses, tu as confiance en toi. Tu dis pas, oh là là, qu'est-ce que je vais manger pour ce soir, etc. Quand tu fais tes lacets, tu as confiance en toi. Quand tu conduis, maintenant, tu as confiance en toi. Mais tu te rappelles la première fois que tu as conduit? Tu es comme ça. Maintenant, tu es au téléphone, tu parles à quelqu'un en même temps, tu prends les ronds-points à une main, tu as confiance en toi. C'est pas venu du jour au lendemain. T'es pas né en te disant, je suis confiant pendant que je fais cette action. Donc c'est normal. La première fois que tu montes sur scène, la première fois que j'ai parlé à un podcast, la première fois que j'ai donné une conférence, la première fois que j'ai lu, la première fois que j'ai conduit, mais comme tout le monde, j'avais pas confiance en moi. En gros, mon système nerveux ne savait pas quoi faire. Et donc, je l'entraîne. Mais déjà, l'accepter, dire oui, bah là, je suis nul. C'est pas que je suis nul, j'ai zéro expérience. Donc, ça va être, je vais pas être performant. Complètement OK. Et puis à chaque fois, je vais gagner en performance, je vais gagner en confiance. En fait, je vais gagner quoi? Je vais gagner en habitude, tout simplement, quoi. Donc, commencer tout petit, on en revient à là, mais commencer microscopique. Déjà, d'avoir préparé les affaires, sortir, marcher. Je me suis blessé l'année dernière, je me suis cassé le dos, j'ai une fracture d'une vertèbre, mais j'ai recommencé la marche. Et j'en avais les larmes aux yeux. Je reprenais confiance au début. Et puis marcher un peu plus vite, et puis après trottiner, arrêter, j'allais à tâtons, j'explorais, mais des micro-steps, quoi. Mais est-ce que cette fracture a été mentalement, tu t'es dit, ah, bah, comment je vais réussir à rebondir, ou dès que tu as eu cet accident, tu t'es mis déjà dans une logique mentale de réadaptation, Mm. réapprendre à marcher. Enfin, je pense que tout le monde n'est pas égal, on n'est pas tous égaux face à ça. On n'a pas tous la même préparation. Moi, je suis un grand optimiste, je donne une conférence entière sur l'optimisme en parlant de cet accident. Et j'avais cette préparation mentale qui fait que 3 secondes après avoir percuté, je suis rentré dans une voiture. J'étais finalement déjà en convalescence et en réussite. Pourquoi? Parce que je me suis dit, enfin, enfin, je vais pouvoir prendre le temps de faire ça, ça, ça et ça. Et donc, c'était plus un accident terrible, etc. C'était un cadeau. C'était une opportunité qui allait me permettre de faire des choses. Et si je suis là aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai retrouvé de la passion dans ce que je fais, alors que mon boulot me drainait, et j'étais vraiment au bout d'un cycle, c'est grâce à cet accident. Pas à cause, grâce. Donc il y a deux choses à différencier. Il y a la douleur du moment, j'ai eu mal pendant pas mal de temps après, mais il y a la souffrance. Et la souffrance, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est pas juste, c'est pas normal, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Donc ce décalage entre ce qui est et ce qu'on aimerait que la réalité soit. Et ce décalage-là, ce delta, c'est de la souffrance. Quand tu acceptes, ben, je suis là, j'ai le dos cassé, j'ai mal, qu'est-ce que j'en fais? Et quand tu pars de là, là, tu peux construire des choses. Ben, ce que j'en fais, ben, j'ai décidé d'en faire une opportunité. Je vais lâcher ma boîte, je vais reconstruire, retourner à mes passions, recommencer à zéro, lancer un nouveau projet, etc. Et c'est super. Parce que j'ai décidé que c'était super. J'aurais pu décider que c'était terrible et en souffrir et tirer comme un sac à dos rempli de briques cette souffrance pendant des mois et des années, etc. Je sais, ouais, moi je le sais de quoi tu vas parler. Non, Je je pense pense, pas. non mais ça fait énormément écho en fait au documentaire et aux phases de deuil en fait. Non, je voulais Et pas parler de ça, mais ok. ouais, Vas-y, vas-y, vas-y. je trouve que non mais je trouve que c'est marrant parce que en fait ça parle énormément des phases de deuil avant tout. Et ça veut dire que plus rapidement on passe les étapes du deuil, plus rapidement on est capable de se reconstruire et donc plus rapidement notre vécu n'en sera que meilleur Mm. en fait.
Et du coup, l'importance de comprendre tout de suite et les opportunités qui s'offrent à soi, bah, du coup, c'est important. C'est important pour soi-même, en fait, de se dire: «OK, j'ai vécu quelque chose, maintenant il faut que j'en fasse quelque chose». Et ça, mine de rien, j'allais dire, ça fait partie de notre préparation mentale, de notre vécu, et il y a que comme ça qu'on arrive à être «résilient» finalement, entre guillemets. Mais, mais du coup, heu, on va dire que oui, ça se prépare pour se peaufiner, pour s'améliorer, Mmh. mais au tout début, comment on fait, en fait? Tu vois? Presque, j'allais dire, quand finalement, on n'a pas conscience de ces problématiques-là, et qu'aujourd'hui, on écoute ce podcast et qu'on se dit: «OK, j'ai un vécu, j'ai une histoire, mais j'arrive pas encore à pouvoir, j'ai l'impression», tu vois? Je me mets peut-être à la place de peut-être quelqu'un, mais j'ai l'impression d'être au step tout en bas. Je me Mmh. sens vraiment tout en bas et je vois pas comment arriver tout en haut. OK. Et tu vois ce que je veux dire? Ce serait quoi tout en bas? C'est suite à un S accident ou? Ouais, par exemple, je me sens, le fameux «pourquoi moi?» Mmh. J'ai pas encore passé toutes les étapes de deuil. J'en suis ici, j'ai encore cette souffrance. Ouais, Ou complètement. cette injustice même des fois, Ouais. parfois. Mmh. Pourquoi lui, il arrive à faire tout ça et moi, j'arrive pas? Mmh. Ouais, c'est deux super points, c'est hyper marrant. Ce matin, je donnais, une conférence en ligne avec des entrepreneurs et on parlait du deuil. Pourquoi? Une des personnes dans le mastermind, heu, parlait elle a perdu plusieurs clients et en même temps, en fait, ça fait de la place à des nouveaux clients et au final, il y a plus de nouveaux clients, en tout cas, ils représentent un plus gros chiffre d'affaires, mais elle est pas bien. Elle est pas bien, elle est dans un deuil, dans une tristesse finalement parce qu'elle est attachée à ses clients. Et donc, c'est intéressant de voir que ça soit dans le sport, dans la vie pro, on retrouve ce process. Quand tu perds un client, j'ai vécu un deuil quand j'ai lâché mon entreprise, ça faisait 10 ans, c'est mon bébé. Évidemment qu'il y a un deuil, évidemment. Et puis, la fracture, bah, c'est mon corps qui a changé. Je suis plus du tout le corps d'avant ma fracture. Il y a un deuil de ça, de ma condition physique. Et quand on est à ce moment-là, bah, il y a un point que vous avez mentionné, ce côté: «C'est pas juste, pourquoi ça arrive à moi?» et cetera. La première étape qui est non négociable, par exemple, pour que j'accompagne quelqu'un, c'est d'accepter qu'on est 100% responsable de ce qu'on vit. On peut pas se dédouaner. On peut pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu es 99% responsable, mais tu perds ton pouvoir. Tu l'as donné à quelqu'un d'autre, tu l'as donné à la société, tu l'as donné à cette injustice, tu l'as donné aux conditions Malchance. météo, à la malchance. Mais si j'ai pas mon pouvoir, ben, j'ai pas mon pouvoir pour rebondir, j'ai pas mon pouvoir pour Mmh. reconstruire. Et donc oui, je suis 100% responsable de mon accident, des choix que j'ai faits, de la situation que je suis, dans laquelle je suis professionnel, personnel. Je suis 100% responsable. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas responsables. On peut complètement, c'est plusieurs 100%. Les autres sont 100% responsables de ce qu'ils font et de ce qu'ils vivent. Et moi, je suis Mmh. 100% responsable de ce que je fais et de ce que je vis et de mes choix. Ça, c'est la base. Et à partir de moi, je suis responsable. C'est dur d'accepter. Ça fait mal. Mais là, quelque part, C'est la première étape du deuil, finalement. j'ai mon pouvoir qui revient. Et à partir du moment où j'ai mon pouvoir, la deuxième étape, je dirais, c'est d'aller chercher, d'aller, un peu comme un inspecteur, un investigateur, d'aller chercher en quoi l'événement qui est passé, bon ou mauvais, il n'y a pas de bon ou mauvais, l'événement qui est passé, décèle un cadeau pour moi. Aussi fou que ça puisse Mmh. être, un cancer, être viré, un, je sais pas, un Bah, changement de boulot, il y a toujours, ça recèle toujours un cadeau, une opportunité. Et toute mon énergie, je pense, à ce moment-là, une fois que je sais que je suis 100% responsable, c'est aller déceler cette opportunité-là. Et ensuite de tirer le fil. Ouais, moi, j'ai un exemple que j'avais fait du stop un jour et j'avais eu le fils d'un il me parlait de son papa. Son papa, il vivait dans les Pyrénées, au fin fond d'une montagne et il était fasciné par la nature et par ce qui l'entourait. Et il était tellement isolé qu'un jour, il avait coupé du bois, il s'était coupé la main et dramatique pour toute la famille: «Ah mince, c'est horrible» et cetera. Il est tellement isolé qu'il a été transporté en hélicoptère au CHU le plus proche pour se faire soigner. Et il a attendu 12 heures aux urgences, horrible, beaucoup de monde. Enfin, que des choses négatives d'une certaine Mhm. manière. Et pour la famille, c'était négatif. Et la première question, quand ils sont allés le voir à l'hôpital, c'était mais c'était horrible ce qui t'arrive, c'est horrible. Et lui, il disait: Ah, c'est génial, j'ai vu ma région du ciel. C'était un événement exceptionnel dans son vécu. Et il l'avait vu
d'une manière très optimiste, en voyant et en redécouvrant son environnement, alors que, il avait oublié totalement qu'il s'était coupé la main, quoi. Mmh. Et ça me fait totalement écho à ce que tu partages. Et complètement. Et souvent, la réaction on peut avoir ou que j'entends dans ce cas-là, c'est: «Oh oui, mais bon, ça lui a pas fait pousser sa main». Oui, mais qui a profité du vol d'hélicoptère? Qui a profité de ce moment? Qui va récupérer et cicatriser plus vite? C'est lui. Il y a des études qui montrent, ils font des sondages avant des opérations à cœur ouvert. Les personnes les plus optimistes, ils ont moins de complications, pendant l'opération et une, récupération post-op bien meilleure. Les gens les plus pessimistes, c'est 76 de plus de chances de faire un AVC. C'est l'optimisme sauve, te garde plus longtemps en vie, c'est bon pour la santé, le pessimisme tue. Mmh. Ça va pas changer le réel, mais ça maximise ton plaisir ou ça minimise ta douleur et ça te permet de récupérer plus vite. Donc c'est un vrai super pouvoir. Ah bah, nous, en tant qu'infirmiers, on le voit beaucoup, hein, encore plus, après des personnes qui ont des maladies chroniques très longues, il y a certaines personnes, ils ont des complications beaucoup rapidement. Je sais pas, on prend la maladie du diabète, où il y Mmh. a plein de complications, notamment visuelles, Mmh. heu, au niveau des pieds, et cetera. Une personne qui est dans un bon état d'esprit, qui est compliant sur ses traitements et qui occulte finalement la maladie ou Mmh. qui en tire tout le bénéfice et tout le profit, Mmh. ben, il vit en meilleure santé plus longtemps et le bien-être général, il se ressent au quotidien. Ouais. Le Heu, nombre de témoignages de personnes qui ont une maladie grave et qui partagent, le fait que ça a redonné du sens à la vie, ça les a reconnectés à l'essentiel et que finalement c'était une opportunité pour eux. Il y en a de partout. Des polytraumatisés qu'on entend à la télé, il y a des personnes dans le milieu de la montagne aussi, des personnes j'ai perdu son prénom, mais il lui manque 2 jambes, 2 bras. Il a c'est fait l'Aconcagua, c'est incroyable et le message qu'il porte, il témoigne ça dans des écoles, dans des lycées. Ouais, c'est sûr que sa vie est difficile, il y a aucun doute, mais il a fait quelque chose de ça qui est magnifique. Le nageur, Bah, il y a Théo Théo Curin Curin aussi, ouais. Qui fait ça, Théo Ouais, Curin j'ai aussi. perdu le nom, mais je pense mais que je c'est vois ça. aussi qui tu parles. Mais oui, effectivement, oui, des forces de la nature, oui. Mmh. Mais moi, il y a un témoignage qui m'a marqué dernièrement et je pense que tu l'as entendu, c'est sûr. Tu sais, il y a Mathieu Blanchard qui a fait la Yukon Arctic Circle, 600 km à -50 degrés. Mmh. Et une des premières phrases qu'il a dit quand il est arrivé, c'est: «Comment savoir et comment juger à quel point on est heureux si on ne souffre pas et si on n'a pas mal?» Mmh. Hem, Là, je me dis que déjà en termes de préparation mentale, c'est un step, assez élevé. Mais c'est surtout, je trouve, on peut en tirer des leçons, que ça soit un effort tout le monde ne va pas traverser 600 kilomètres à Mmh. -50 degrés, mais tout le monde est en capacité de souffrir. Je pense que tout le monde dans la vie, tout le monde fait face à la souffrance, à la douleur à un moment, Mmh. mais comment de cette douleur, on en tire ce côté optimiste et ce côté en fait bonheur, le bonheur d'une manière, et un état d'esprit, un état général et un bien-être permanent. C'est quelque chose, c'est un témoignage qui m'avait marqué et je pense que tu en as Ouais. entendu parler. Ouais, complètement. Il y a une expérience qui est super intéressante à faire comme ça, c'est, quand tu cours et que tu as trop chaud, tu penses à un moment ou tu imagines un moment où tu avais vraiment trop froid et que tu voulais une veste. Tu vas avoir la sensation tout de suite d'apaisement. Et le jour où tu es dehors et que tu as trop froid, tu penses à un été où tu pouvais plus, tu étais chez toi, il n'y avait pas de clim, j'en sais rien, tu avais trop chaud dans la voiture, dans les bouchons. Et tu vas voir, tout de suite, tu sens le système nerveux qui ajuste. Donc ce cadre de référence, on l'utilise beaucoup en coaching, en mentoring, en business, mais en sport aussi. C'est quoi ton cadre de référence? Parce que quand quelqu'un te dit: «Oh, c'est difficile», par rapport à quoi? Comment tu sais que c'est difficile? Tu sais que c'est difficile parce que ton cadre de référence a été dépassé. Tu n'es plus dans la zone facile. Et donc travailler son cadre de référence, ça permet de changer la manière dont tu vas appréhender l'expérience. Hier, je suis allé me dans le lac, on est au printemps, elle est fraîche. Je suis rentré, j'ai mis 20 minutes à rentrer dedans, ça fait très longtemps que je ne me suis pas baigné. J'ai utilisé des techniques de respiration et tout, et pourtant ça a été très long. Je suis ressorti, j'étais très fier de moi. Et là, il y a un mec qui arrive, son petit maillot, il enlève son t-shirt, il plonge dans le lac. Et j'étais fou, hein, et en même temps je me marrais parce que tellement un bel exemple de tout ça. Il y avait tellement de choses qui se jouaient, à la fois l'entraînement, très certainement il habite juste à côté, il y va tous les jours, etc. Et donc il a vécu vraiment l'eau,
le réel n'a pas changé. L'eau est à la même température pour lui et pour moi. Il est à 10 mètres. Mais tu vois bien que la référence, le système de référence est complètement différent. Pour moi, c'était un truc exceptionnel. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. C'est froid. Pour lui, c'est sûrement plus chaud qu'hier. Tu vois? Donc, c'est même plus facile qu'hier. Donc, c'était hyper intéressant. Et puis, le cadre de référence, ça marche aussi en confiance en soi, puisque j'étais hyper content quand je suis sorti de l'eau. Il est arrivé, il est plongé, puis j'ai pas pu m'empêcher, mon mental, de dire oh, ouais, t'as mis 20 minutes, lui, il a sauté direct, peut-être la première. Cadre de référence. Bien, pas bien, chaud, froid, facile, difficile, cadre de référence. Et ça, tu peux travailler ce cadre de référence. Selon où tu vis, dans quelle région, nous, on vit dans les Alpes, à Annecy. Moi, tu vas courir 15 km dans les bois, ouais, t'as fait une petite sortie. Il y a d'autres endroits, selon le système, l'entourage que tu as, c'est déjà une grosse sortie. Ici, tu fais la Tournette, le Mont Blanc, c'est presque une sortie, tu vois, du dimanche, quoi. Et dans d'autres endroits, c'est hallucinant. New York, ça nous fait rêver. Pour les New-Yorkais, c'est Paris. C'est cadre de référence. Donc on peut travailler ce cadre de référence et ça marche sur le système nerveux aussi. Et donc effectivement, on peut s'entraîner à aller pousser ses limites. Tu parlais des 3 km à pied au tout début. Mais c'est parce que là, c'est un saut énorme dans ton cadre de référence. Quand tu cours 0 et que tu Ouais, vas faire 3 km, c'est inimaginable, quoi. c'est inimaginable. Et donc tu es paralysé. Cours 100 mètres déjà. Cours 200 mètres. Marche, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, il y a ça. Et puis, ben, l'entourage là-dedans, c'est-à-dire avec qui je m'entoure, avec qui je traîne, etc. Quand je traîne avec des gens pour qui c'est normal de faire 10 km, évidemment, petit à petit, ça va devenir normal pour moi aussi. C'est juste par Par les pairs, effet quoi. miroir, Mm. quoi, tout simplement. Non, bah, j'allais dire merci. Je sais pas si tu as Euh, des choses à rajouter, mais moi, je ouais, suis... moi, nous, on travaille beaucoup, du coup, avec les lycéens. Mhm, En fait, ce que je trouverais intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, sans stigmatisation bien évidemment, mais c'est vrai on a beaucoup d'informations. On a du mal à mettre du discernement dans tout ce mm, qu'on voit, dans tout ce qu'on essaye de comprendre. Tout l'afflux d'informations est presque notre cadre du coup de référence mhm. est biaisé à certains moments et des fois, parce qu'en fait finalement on fait rien mais on reçoit beaucoup d'informations. Heu, pour un jeune aujourd'hui, comment revaloriser son cadre de référence? Comment, Le heu, redéfinir aussi. redéfinir peut-être un peu le cadre de référence? Revoir un petit peu aujourd'hui j'ai beaucoup d'informations, mais je fais pas grand-chose, j'aimerais sortir de tout ça. Heu, c'est quoi un peu les premiers steps, les premières étapes que ce jeune, par exemple, un Mm. jeune de 16-17 ans pourrait mettre en place Mm. pour son futur, pour améliorer son futur? J'en parlais il y a quelques jours. Pour moi, que ce soit pour un entrepreneur, un lycéen, un sportif, etc., quelque chose qu'on ne fait plus, qu'on fait quand on est enfant, c'est de construire sa liste de géants. Ces géants, c'est ces références, c'est des gens qui te font rêver. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. C'est peut-être ta référence que dans la manière dont ils courent, dans la manière dont ils entreprennent, dans la manière, dans leur parentalité, peu importe. Aujourd'hui, on a effectivement beaucoup d'informations. Tu peux suivre la vie des gens sur Instagram, LinkedIn, YouTube, ce que tu veux. Génial, profites-en. Il y a une photo que j'adore, c'est Mbappé à l'âge de, je sais pas, 10 ans, 12 ans. Il est sur son lit, il est comme ça, là, comme ça. Les yeux émerveillés, ouverts en grand. Et tout autour de lui, des posters de Ronaldo, Zidane, etc., etc. Toute la chambre est couverte. Et donc, pour moi, ça illustre ça parfaitement. Si le chemin a déjà été un peu tracé, si des gens sont déjà passés dans la montagne, ça va être beaucoup plus facile pour toi de te dire c'est possible et de regarder c'était quoi leurs premières étapes, c'est quoi le parcours de ces gens qui m'inspirent, comment ils ont commencé, c'était quoi leur premier podcast, c'était quoi leur première Mm. conférence, le premier livre, le premier article, comment ils ont commencé, par où ils sont passés, quel chemin ils ont pris. Je suis pas obligé de faire comme eux, mais ça va m'inspirer, peut-être pour faire mes 10 premiers mètres, et puis peut-être que notre géant va m'inspirer à faire les 10 mètres suivants, et petit à petit, je vais faire ma propre trace, et encore mieux, un jour, je vais inspirer d'autres personnes qui suivront ma trace à moi. Et donc pour moi, ça c'est la base, c'est quoi mes 10 références, mes 15 références que je peux suivre, regarder et m'inspirer avec ça. Cette inspiration,
C'est cette information-là qu'il faut regarder finalement. C'est ça, et ça te donne l'oxygène. On appelle ça de l'inspiration. Mmh mh. L'inspiration, elle est essentielle pour avancer, pour respirer, pour avoir ce qu'il faut dans tes muscles pour te mettre en mouvement. Donc inspire-toi. OK, ouais, ça Bah, un ça bon conseil que je pense qu'on en reparlera avec eux du coup. ah bah, oui, on va en reparler avec les jeunes. Effectivement, ça peut être un très bon conseil à mettre en place tout de suite. Eh bien, écoute, Adrien, je te remercie, pour le temps que tu nous as accordé. On mettra bien évidemment tous les liens en description que Super. pour te retrouver. Merci pour tout. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt j'espère, Avec plaisir. pour un nouvel épisode. Yes. Peut-être un nouvel épisode. Allez, ciao.